Bonjour tout le monde et bienvenue du coup à la masterclass qu'on organise. Alors je vais juste patienter quelques minutes que j'entends qu'il y a la cloche qui sonne encore. Il y a des personnes qui arrivent. Mais du coup déjà je voulais remercier les personnes qui étaient à l'heure et présentes. Merci beaucoup pour votre présence. On va attendre quelques minutes. Je reconnais quelques visages. Bonjour Cécile. Du coup vos micros sont coupés volontairement, hein. C'est pour qu'on puisse communiquer, que le son reste voilà, qu'on entende bien. Est-ce que c'est le cas d'ailleurs pour ceux qui sont présents en attendant les autres? Oui, impeccable, tant mieux. Très bien, tout va bien, ça fonctionne, la vidéo, vous voyez l'écran, pas de problème, vous voyez tout le monde sur le côté. Ça va, alors tout va bien. Je crois qu'on est bon, je vais commencer du coup. Alors, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et vous remettre un petit peu dans le contexte parce que c'est quand même important par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, moi je suis Virginie, je suis fondatrice de l'école Mariella, mais avant ça, j'ai un parcours comme vous tous ici présents. J'ai donc commencé par aller à l'école, hein, comme tout le monde. Ça ne m'a absolument pas passionnée et du moment que ça ne m'a pas passionnée, je ne me suis pas impliquée, pour être honnête. Et donc, du coup, quand on ne s'implique pas dans un projet, ben, c'est toujours compliqué. Sauf qu'à un moment donné, j'ai trouvé un petit peu ma voie. Je ne savais pas trop où j'allais parce que le métier n'était pas vraiment développé. C'était le métier de wedding planner que j'avais découvert à la télé, donc en 2009-10, quoi. Là où j'ai découvert que ben, c'était quelque chose qui me correspondait et que j'avais envie profondément de faire. Et donc, je me suis formée à ce métier en 2010. Donc, c'était une école qui était sur Paris. J'avais un métier en parallèle où j'étais salariée d'un métier alimentaire complètement. Et donc, ben, je me suis dit, voilà, à un moment donné, si tu veux faire ton projet parce que ça te tient à cœur, et je tiens aussi à dire que personne n'y croyait parce que ma famille me disait, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu vas faire dans ce métier qui n'existe pas? Parce qu'en 2009-2010, vraiment, c'était tout nouveau et pas très peu connu. Et donc, du coup, ben, je me suis dit, ben, moi, j'y crois, c'est le principal déjà. Et donc, je me suis, donc, après ma formation, j'étais toute jeune parce que j'avais 23-24 ans, je me suis dit, ben voilà, on va essayer de faire des stages, hein, ce qui est bien, ce que je conseille à mes élèves aujourd'hui. Sauf que le marché était un peu compliqué, saturé de non, voilà, parce qu'il y avait très peu d'agences, clairement, hein, donc, surtout dans la région. Et donc, je me suis dit, tant pis, je me lance. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en décembre, enfin, en gros, en 2010, parce que décembre 2011, j'ai vraiment créé l'agence Mariella. Et donc, ça m'a permis voilà, j'ai eu un an, on va dire, en étant salarié à temps partiel et en étant entrepreneur à la fois. Je savais pas trop où j'allais parce que bon, j'étais toute jeune, mais je me suis fait enfin, j'étais accompagnée, évidemment, d'organismes voilà, divers, parce que la formation, bon, en soi, voilà, ça m'a donné du contenu, mais j'étais pas forcément très voilà, opérationnel dans l'entrepreneuriat. Et puis finalement, voilà, petit pas par petit pas, ça a fait que l'agence Mariella a apparu, créée. J'ai commencé à faire mes premières prestations. Alors j'ai tout donné, hein. En plus de mon salariat, j'ai voilà, mon blog, mon site. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas les réseaux sociaux, hein, 2010, enfin, du moins, voilà, peut-être Facebook, mais c'est pas comme c'est aujourd'hui. Et ben, au fur et à mesure, j'ai réussi à avoir des premiers clients et puis d'autres clients qu'on a amené d'autres et des photos qui m'ont permis, des visuels d'obtenir d'autres clients, etc., etc. Et qui a fait que ben, j'ai pu pratiquer ce métier pendant 13 ans. J'ai réalisé, alors après je regarde le nom parce que je ne m'en sais pas rappeler, mais 132 gestions de coordination et de gestion de A à Z. J'étais spécialisée dans, c'était un choix que j'ai fait parce que j'ai touché un petit peu à tout au début, mais c'est un choix que j'ai fait de me spécialiser par la suite sur de l'organisation dans le sud de la France et dans les stations de ski, parce que c'est ce que, en fait, les mariages, c'est ce qui me parlait le plus. J'ai essayé autre chose, mais voilà, c'était moins, ça faisait moins partie de moi, on va dire. Et puis, j'ai pratiqué bah, jusqu'à voilà, 13 ans d'expérience où bah, il y a eu le Covid. Hein. Comme beaucoup de personnes, on a tous pris du recul et on s'est demandé qu'est-ce qu'on, voilà, est-ce que c'était ce qu'on voulait dans la vie, est-ce que le métier qu'on fait nous correspond, est-ce que c'est la vie que je veux plus tard, dans mon futur, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Et en fait, j'ai voulu continuer parce que je me suis dit oui en essayant d'adapter. Et puis, il y a eu les premières formations que j'ai fait en visioconférence, dont Jenny a fait partie et que je suis très contente d'avoir ce soir avec nous. Et en fait, ça a fait que la visioconférence m'a appris plein de choses, la formation m'a appris plein de choses, et j'ai trouvé ma nouvelle voie, puisque c'est aujourd'hui.
Donc en janvier, alors je vois plus les dates, janvier 2020, où j'ai pu créer l'école Mariella. Et voilà, et j'ai fait toutes les marches pour que nous puissions être ensemble aujourd'hui. Et alors voilà, forcément ça s'est développé et puis j'ai plein de personnes qui m'accompagnent que je vais pouvoir vous présenter aussi. Donc voilà, bon, le certificat Yopi, je peux le dire aussi, c'est important parce qu'on me le demande souvent. Alors ensuite, je continue, je vous explique le programme qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ce soir plutôt. Alors, le marché du mariage en 2024, comme ça on va en parler, je vais vous donner ma propre, on va dire, analyse voilà, par mon expérience et aujourd'hui avec ce que l'on a pu voilà, recenser. Les étapes de la création d'entreprise, les étapes de l'organisation. On laissera un temps en questions-réponses pour voilà, pouvoir répondre à différentes questions que vous pourrez avoir hein, de votre côté, d'interrogation. Et ensuite, on fera l'interview avec Jenny, donc de Côté Cœur, wedding planner et ancienne élève de l'école Mariella. Stéphanie, sa fille, qui va préparer, voilà, on va échanger aussi en interview comment se préparer au changement de vie. Et on finira par la présentation du pack wedding planner et wedding designer que nous avons préparé et lancé avec toute l'équipe. Et donc, en parlant d'équipe, je vous présente Maïva, qui est présente aussi sur la conférence. Et donc, Maïva m'assiste énormément sur tout le développement de tout ce qu'on met en place. Voilà, donc c'était important que je vous la présente ce soir. Elle se trouve en commentaire, donc si vous avez des questions sur si vous avez des questions sur ce qu'on va aborder, voilà, n'hésitez pas aussi. Moi, je vais essayer de regarder en parallèle. Bon, c'est difficile de parler et regarder les commentaires, mais j'essaierai en tout cas quand on sera à la slide questions-réponses, voilà, ça sera plus simple que je puisse regarder les questions, les interrogations que vous avez à ce moment-là. Elle partagera des liens, voilà, selon ce qu'on va dire, elle va voilà, être vigilante sur ça. Et les infos sur la conférence, bref, voilà, vous verrez au fur et à mesure. Présentation faite, je commence. Du coup, je trouvais ça important, parce que c'est des questions qui reviennent énormément quand j'ai des personnes au téléphone, la différence sur le métier de wedding planner et le métier de designer. En fait, c'est vrai que le métier a énormément évolué. Moi, aujourd'hui, j'en fais ma propre analyse, ça n'engage encore une fois que moi. Pour moi, le métier de wedding planner, comme son nom l'indique, c'est quand même organiser des mariages. Et le métier de designer, c'est de la création du mariage, donc plutôt de la scénographie et de la décoration. Et c'est vrai qu'on me dit, oui, mais c'est la même. On peut faire les deux. Bien sûr, on peut faire les deux. C'est vrai qu'en étant wedding planner, on peut être wedding designer, comme je le dis souvent. Après, ça va dépendre, je vais vous expliquer par rapport aux prestations et ça dépend de plein de choses. Mais on peut proposer les deux prestations. Mais pour moi, je pars quand même du principe que c'est deux métiers bien distincts. C'est-à-dire qu'on peut être wedding planner, et c'est ce que j'ai fait pendant quand même 13 ans. J'ai été uniquement wedding planner et je n'ai pas touché à la décoration. Alors de manière différente, si, puisque du coup, forcément, ça m'est arrivé de tester des choses. Je me suis dit, tiens, je vais voir, je vais lancer de la déco dans les moodboards, la façon moodboard. Je vais faire un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Alors, finalement, j'avais l'impression de faire que un petit peu et pas tout faire, comme un wedding designer pouvait le faire, ou décorateur de mariage, comme on pouvait l'appeler avant. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, je suis la preuve, je n'ai pas été wedding planner et wedding designer. Donc, moi, je pars du principe que l'on peut faire que du service d'organisation et de coordination, comme j'ai pu le faire maintenant. Bien entendu, qu'il est possible de le complémenter, puisque quand on est wedding planner, moi, c'est ce que j'ai fait, on s'allie, on va dire en quelque sorte, un partenariat avec une wedding designer. Et c'est vrai que du coup, on fait confiance à la personne qui va prendre complètement le relais sur la partie décoration. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on perd effectivement du chiffre d'affaires. Il faut dire que moi, en tout cas, c'était ma conclusion, puisque du coup, j'avais tous les mariages que j'avais, je lui envoyais et que j'aurais pu sous-traiter dans mon entreprise et m'en occuper, chose que je n'ai pas faite parce que voilà, des fois, vous êtes pris dans le truc et le développement, il se fait différemment. Voilà, du coup, moi, le développement, ça a été l'école et pas le service de wedding designer. Voilà, ça, c'était la parenthèse que je voulais faire, en sachant que sur notre site, on avait quand même fait un peu la différence, enfin, sorte de foire aux questions avec la différence sur le métier de wedding planner et wedding designer, voir ce qui vous correspondrait le plus, plutôt l'organisation et la coordination, ou plutôt la décoration, ou faire les deux. Donc voilà, ça après c'est plutôt dans les objectifs que vous allez réfléchir plus tard dans la création de votre entreprise. Ensuite, donc ça c'est parenthèse, je fais des grosses parenthèses, mais c'est important. Alors, le marché du mariage en 2024. Du coup, le nombre de mariages, alors ça d'après l'INSEE, donc ça vous pouvez le retrouver chaque année, c'est bien de le savoir. Alors,
tout de suite, moi, je ne vais pas en faire des conclusions, je vais juste vous donner mon avis sur les chiffres et les évolutions voilà, ce qui en est. Je l'ai fait d'ailleurs sur la plateforme. Voilà, après, au fur et à mesure, il faut qu'on le mette à jour. Mais c'est important quand même qu'on en parle. Donc, d'après, en 2000, 305 385 mariages ont été célébrés. Ok, donc 14 ans plus tard, en 2014, 241 000 mariages ont été célébrés en France. Donc il y a une différence forcément, on est en baisse 14 ans plus tard. Alors je rappelle quand même, je ne sais pas si vous en souvenez, mais à l'époque 2000, bon, après vous êtes plus ou moins peut-être jeune aussi, mais enfin, il y avait quand même eu un gros boom, on faisait des gosses et on se mariait à ce moment-là parce qu'il y avait eu un truc. Donc 2000, voilà, c'est pas forcément la référence. Forcément, il y a un gros chiffre, mais c'est pas parce que voilà, on se marie plus en 2014. C'est juste qu'il y avait eu une effervescence de mariage célébré, tout simplement. Ensuite, donc, à savoir aussi, toujours en 2014, dont dans les 241 000 mariages, 10 000 entre personnes de même sexe. Donc ça, c'est pareil. C'est des chiffres qui sont en baisse puisqu'en 2017, on est à 7 000. Et pourquoi c'est parce que tout simplement, il y a eu le mariage pour tous, où il y a eu le gros boom, pareil, un peu comme en l'année 2000. Moi, je m'en souviens, je l'ai vécu. Et en fait, après, je dis pas qu'il y a eu une baisse, et c'est vrai que tout le monde on s'est tous emballés parce qu'on était contents, machin. Donc tout le monde s'est marié finalement, et après il y a eu une petite baisse. Et après, forcément, comme tout, ça repart. Alors oui, donc je précisais 7000 avec autant de mariages de couples d'hommes que de mariages de couples femmes. Alors c'est bien de le savoir aussi parce qu'il y en a qui veulent se spécialiser dans le mariage de tous. Donc bon, voilà, c'est des chiffres clés qui sont toujours importants à savoir. En 2019, donc 227 000 mariages, donc c'est en baisse encore, ça continue. Mais pourquoi? Alors du coup, la conclusion qu'on se fait quand on en discute avec les personnes voilà, qui sont en activité aussi encore aujourd'hui, il y a plusieurs voilà, critères qui sont liés à ça. C'est vrai qu'à l'époque, je prends toujours l'exemple de mes grands-parents, mais c'est vrai, ils avaient 18 ans, ils se mariaient pour quitter le foyer. Aujourd'hui, clairement, il y a quand même pas la même évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de se marier pour partir de chez soi. Donc forcément, eh bien, vous vous mariez un petit peu plus tard, vous attendez d'avoir les moyens, de pouvoir payer votre mariage pour pas que vos parents soient sur vous, à vous dire moi je veux ça, je veux ça, je veux tant de tenir et machin. Bon, voilà. Donc vous voulez être libre de choisir qui vous voulez et être libre de votre mariage. Et bon, voilà, c'est comme ça que ça se conclut aussi. Le PAC, c'est plus souple. C'est vrai que du moment que vous êtes paxé, ben, vous avez la distribution qui se fait automatiquement. Les études se rallongent, bon ça voilà, après on va voir les générations qui arrivent, je suis pas sûre que ça perdure dans le temps non plus. Le concubinage et les naissances hors mariage sont rentrés dans les mœurs, ben oui, forcément, ça fait reculer le mariage. Bon ça, c'est une évidence absolue. Donc voilà, c'est pas catastrophique, on se dit pas il y a la baisse des mariages, mais je le dis à chaque fois, on va dire oui, effectivement, tu fais des formations dans véhiculaire, tu vas pas dire qu'il y a plus de mariage. Mais c'est vrai, franchement, sincèrement, c'est pas des mariages, il y en aura toujours, on va pas se mentir. En 2020, il y a eu le Covid, et d'ailleurs, c'est le prochain sujet. Et ça n'a pas empêché que les gens avaient absolument envie de se marier. Alors oui, il y a eu voilà, ça a été avec perte et fracas. Mais en tout cas, voilà, ça quand même, vous voyez l'envie des gens. Et quand c'est reparti, malgré, bon voilà, ce que je vous dis en 2023, après que ça a été très, 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 très tendu, forcément, vous imaginez bien. C'est là où je l'ai vécu et c'est là où pour moi ça a été la fin, un petit peu aussi, parce que c'était difficile à gérer. Mais pas difficile à gérer, pas plus qu'une autre crise, ceci dit, mais disons que c'est vrai que personne ne savait trop où on allait, clairement. Et donc, voilà, quand même, quand on regarde, plus de 300 000 mariages ont été célébrés en France, c'est quand même pas rien. Donc, si je reprends, ça a quand même bien remonté par rapport à 2014 et 2017. Donc, c'est encourageant, même 2019. C'est très encourageant, en sachant que les gens, ils ont envie de faire la fête, il faut voir le positif. Toujours dans le négatif, il faut voir le positif. Ils ont envie de faire la fête, quand même. Alors oui, on va se retrouver, à chaque fois, il va y avoir quelque chose. Alors, il y a la crise sanitaire maintenant, il y a la situation économique. Avec l'inflation, voilà, c'est vrai que tout augmente, il faut dire ce qui est, parce que voilà, tout le monde le sait. Mais bon, encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas de carburant qu'on va pas continuer les mariages. Oui, on réfléchit à deux fois dans sa façon de consommer. Tous, vous le savez, on ne consomme plus pareil, mais on continue de vouloir des choses de qualité. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Donc, il y a des conséquences en termes de prix, certainement les vôtres aussi. Faut dire, si vous allez commencer à avoir un local, de l'électricité, que vous faites beaucoup de déplacements et que vous devez payer toutes ces charges-là, forcément, sur vos prix à vous, vos prestations, en tant que futur, voilà, ou futur wedding planner ou designer, peu importe,
l'achat, voilà, tous les matériels, tout ce que vous allez acheter, forcément, ça a des répercussions. Maintenant, c'est sûr que je dis pas qu'il faut pas réfléchir. Bon, moi, je tendance à faire ça, j'avoue, je réfléchis pas trop des fois quand je fais les choses et ça va que maintenant j'ai ma qui me ressaisit. Mais parce que c'est important de réfléchir quand on fait, voilà, à réfléchir voilà, aux dépenses tout simplement. Mais bon, quand on voit que tout augmente, et d'ailleurs c'est valable pour les futurs mariés aussi, puisque ben, je vais noter, hein, voilà, lieu, traiteur et autres prestations, évidemment que ça a un impact sur eux. Donc, ben, puisque ça a un impact sur eux, ça a un impact sur le prix et ça a un impact sur les futurs mariés. Mais pour autant, je trouve quand même que les mariés recherchent de la qualité et on le voit dans le coût moyen d'un mariage, chaque année il augmente et ça pour le coup par rapport aux chiffres, on n'est quand même pas sur les mêmes. Moi, je me rappelle quand j'avais tourné la première vidéo, on était à 11 000 ou 12 000, même pas 11 000 euros et quelques. Et là, on est quand même donc 13 100 euros de 2021 à 2022. Enfin, je veux dire, on a quand même bien augmenté. Donc, c'est un chiffre moyen, on est d'accord. Bon, sur la plateforme, je le dis, c'est pas forcément vos clients, la cible que vous allez avoir. Mais c'est pour vous dire, en France, sur tous les mariages, donc 300 000 mariages, le budget moyen est de 13 700 euros. Il augmente. Pourquoi? Parce que les gens, pour moi, c'est encore mon avis, mais ils cherchent la qualité et avoir le mariage un petit peu différent. Et c'est pour ça que le service de designer aussi est arrivé un petit peu, est devenu moderne, enfin un peu tendance, on va dire, en plus du métier de wedding planner, parce que du coup, les gens recherchent la qualité, ils disent si je passe par un professionnel, planner ou designer, je vais peut-être avoir cette qualité-là que moi, je n'aurais pas dans mon coin avec Pinterest, quoi. Voilà. Donc, bon, ouais, c'est quand même assez positif aussi. Le secteur est influencé par la saisonnalité, mais aussi par l'offre et la demande, bien évidemment. Hein, vu que le métier est tendance, les métiers planner et designer, ben forcément, il y a de plus en plus aussi, hein, quand même, je trouve, d'entreprises qui se montent. Alors, bon, des fois, ça fait partie des inquiétudes que ceux qui se lancent ont. Alors oui, c'est vrai que ça peut inquiéter, hein, mais bon, en même temps, encore une fois, hein, si on réfléchit, oui, l'inflation, oui, le nombre de demandes, ben, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions sur l'avenir, on est d'accord, mais à la fois, bon, ben, si on fait rien aussi, ben, il ne se passera rien. C'est pas forcément mieux, c'est mon avis, encore une fois. Alors, nombre de wedding planners. D'après une estimation de l'association, c'est pareil, c'est l'association en France, il y avait 6 agences implantées en janvier 2004. Hein, et environ 1000 agences en 2019, dont environ 200 en Ile-de-France, donc la région, 100 en PACA, entre 30 et 50 dans les autres régions et à peine 10 dans le Limousin, la Franche-Comté, la Corse, la Bourgogne, l'Auvergne. Pareil sur la plateforme, je sais qu'en ligne, j'en parle. Moi, c'était mon avis et c'est ce que je dis souvent au téléphone aussi pour ceux que j'ai déjà eu, par exemple. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'agences qu'on n'a pas sa place. Et pareillement, c'est pas parce qu'il y a peu d'agences qu'il n'y a pas sa place non plus, en fait. Hein. Ça veut rien dire. C'est pas, encore une fois, pas se dire oui, ça y est, il y a trop en Ile-de-France. Alors, c'est vrai que franchement, là aujourd'hui, je serais parisienne, je ne sais pas comment je m'y prendrais. Mais j'y réfléchirais, je me dirais, bon, ok, il y a peut-être 3000, je ne sais pas, bon, voilà, 200, on va dire, pour l'instant, c'est que ce chiffre-là que j'ai sous les yeux. 200 en Ile-de-France, est-ce que moi j'ai ma place? Ben, si c'est le métier que je veux faire, si ça me passionne, je vais la trouver, ma place. Je vais essayer de proposer quelque chose qui est adapté aux clients que moi j'ai envie d'avoir. Et je vais peut-être trouver un truc en plus pour faire la différence avec les autres. Et peut-être qu'à un moment donné, ma place, je vais réussir à me faufiler et l'avoir. Et de la même manière que si je suis en Franche-Comté, et bien du coup, je vois qu'il n'y a pas d'agence, il y en a 10 dans toutes ces régions-là. Et du coup, je vais me dire, bon, bah, c'est inquiétant. Et d'ailleurs, je l'ai déjà entendu de la part d'élèves qui me contactent par téléphone, qui me disent, oui, non, mais attendez, moi, il n'y a pas d'agence du tout dans mon village. Alors, c'est sûr que si vous êtes au milieu des chèvres, bon, voilà, il va falloir aller un petit peu s'écarter, on est d'accord. Mais enfin, quand même, il faut avoir s'approcher peut-être de la grande ville, soit, mais il se peut peut-être que dans votre village, en Franche-Comté, je pense qu'on est pas Franche-Comté, il se peut qu'il y ait des gens qui ont envie de belles choses aussi. Enfin, voilà. Donc il faut, bon, faut aussi voir. C'est vrai que j'avais pris un autre exemple d'une fille qui m'avait contactée en Alsace et qui m'a dit il n'y a pas de mariage ici. Alors, moi, je suis désolée pour le coup, je suis allée qu'en vacances en Alsace, hein, donc je ne sais pas le marché, je ne le connais pas, je ne le maîtrise pas. Mais sincèrement, c'est une région magnifique, c'est très très beau. Il y a quand même de belles choses à faire, même en termes de, enfin, je veux dire, au niveau du mariage ou de l'événementiel. Donc non, je suis allée voir son site
Et sur son site, mais je prends toujours un exemple parce que franchement, moi, ça m'avait marqué. Tant qu'elle me parlait, comme j'avais le nom de son agent, j'étais allée voir. Et j'avais vu, il y avait un bateau, elle était sur, les mariés étaient sur l'eau. Enfin bref, elle montrait la Côte d'Azur en fait. Donc forcément, si tu vends des mariages sur la Côte d'Azur et que tu es en Alsace, tu montres pas la beauté de ta région, tu montres pas pourquoi moi je viens de me marier chez toi en fait. Ben là, j'ai pas envie, j'ai envie d'aller sur un bateau, j'ai pas envie d'aller chez toi. Donc voilà, c'est de montrer en fait tous les biens, tout ce que votre région peut apporter. Et là, comme ça, moi, je suis incapable de dire ce qu'en Franche-Comté, je pourrais trouver finalement. Donc voilà, et se montrer, mettre en avant, de par les shootings, ce que je vous en parlerai après. Et il y a plein de choses à faire, évidemment, pour mettre en avant sa région. Donc, ensuite, je continue. La SOCEM estime que le pourcentage de mariages organisés avec un wedding planner se situe entre 3 et 6%. Donc voilà, c'est un pourcentage. Après, c'est difficile à. Ouais, ça, j'imagine que c'est, je sais pas comment. Voilà, pour voir un peu les chiffres. Après, il y a des études, il y a tout ça. Hein, vous pouvez aller fouiller et voir un peu ce qu'il en est. En 2020, le chiffre d'affaires des agences de wedding planner a été estimé à entre 30 à 40 millions d'euros. Bon, ce qui est comme ça, évidemment, fait rêver. Hein. Après, voilà, encore une fois. C'est une étude, hein, c'est des études d'association, c'est voilà, c'est sérieux évidemment. Ce qui est bien aussi, c'est que ce que je trouve, hein, après il y a plein de syndicats qui sont sur le coup pour faire reconnaître ces métiers-là, parce que ceux qui desservent beaucoup dans ce milieu, c'est des gens qui se lancent comme ça, sans réfléchir, sans trop réfléchir ni à d'objectifs ni à quoi que ce soit. D'ailleurs, ils se disent tiens, moi j'ai fait le mariage de ma copine, je vais le faire. Pourquoi pas, hein, en soi, je critique pas, on est tous capables d'organiser des mariages depuis la nuit des temps. Donc pourquoi pas, ça serait pas possible aujourd'hui. Maintenant, là, moi je me dis, c'est que le fait qu'il y ait des syndicats qui sont sur le coup, qui commencent à bien montrer que le métier c'est un vrai métier, et planner et designer, parce que celui-là aussi, mine de rien, on en parle de plus en plus, donc forcément, il a sa place aussi, et il a de quoi être, voilà, à se faire reconnaître. Et du coup, c'est que comme il y a plein de gens sur le marché, après vous arrivez en tant que wedding planner, vous devez vous justifier que vous travaillez bien, parce que vous avez des outils, que vous êtes pro, vous êtes réglo, vous savez de quoi vous parlez, vous avez fait une étude de marché, vous savez, vous connaissez vos prestataires. Donc voilà, déjà, vous êtes obligé de vous justifier alors que vous faites votre travail, et que l'autre à côté qui a fait le mariage de sa copine, qui a posé 3 fleurs dans un bocal, du coup, oui, elle était mauvaise, mais peut-être que voilà, on va pas tous se mettre dans le même panier. Et si c'était un petit peu plus réglementé, ça va le devenir, je pense, on va finir par y arriver, c'est pas évident hein, de faire reconnaître des métiers. On sera un peu plus, voilà, ça sera vraiment valorisé et du coup, on aura moins ce truc de justification. Et encore qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a moins à se justifier à quoi sert un wedding planner. Enfin, franchement, alors de quelquefois, vous allez avoir des gens, voilà, ils vont se dire, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce que c'est. Bon, vous l'expliquez, ah oui, c'est ça, c'est pour, tu viens et tu gères les trucs des autres. Bon. Voilà, mais sinon, on n'a plus à justifier qu'est-ce qu'un wedding planner. Maintenant, c'est tellement tendance que j'ai besoin d'en parler. Ensuite, rémunération moyenne. Alors ça, c'est important aussi parce que, alors c'est pareil, ça va n'engager que moi, hein, mais je trouve que il est bien de faire la différence parce que je l'ai déjà entendu depuis que je fais ce métier et depuis que je suis dans l'école avec des a priori ou voilà. Quand on est wedding planner ou quand on est wedding designer, parce que du coup, wedding designer, c'était encore plus chic que décorateur mariage, quoi. C'est cher et on ne peut pas se le permettre voilà, de prendre ce service-là. Alors, du coup, moi, c'est pour ça que j'ai toujours dit, je le dis en formation et je vous le communique aujourd'hui. Pour moi, on peut être wedding planner et travailler dans le petit budget. On peut, voilà, effectivement, pour un petit budget, c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire, mais 15 000 euros, petit budget, ça va, c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est déjà pas mal, on est d'accord. Après, vous proposez un service en plus, donc à environ 15 000 euros, voire moins. Mais après, ce qu'il va falloir vous proposer en tant que wedding planner, voire même en tant que designer, c'est une prestation adaptée. Donc, service à la carte, par exemple, ça va bien. Un service de coaching, parce que qu'est-ce que recherchent les gens qui ont du budget serré? C'est pas, ils vont vouloir un beau mariage, ils vont vouloir voilà, avoir le conseil de quelqu'un dont c'est son travail, et peut-être tout simplement, ça va s'arrêter. Et de la coordination, voilà, sur de la journée, et pas plus. Ils vont pas vouloir quelqu'un qui organise de A à Z, ça va de soi. C'est pas l'idée. Après, budget moyen, bon, entre 15 et 30 000 euros, là, c'est des gens qui commencent à avoir, soit ils sont fait aider par les parents, soit eux-mêmes financent le mariage, et c'est de l'argent qu'ils ont de côté, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, c'est voilà, budget moyen, on va dire, classe moyenne. Dans ce cas-là, peut-être qu'ils vont rechercher l'exigence aussi, hein, c'est-à-dire que c'est quand même de l'argent qu'on a de côté, on a économisé pour ça, on veut le mariage de notre rêve, voilà, de nos rêves, mais vous, votre prestation, va falloir l'adapter aussi. C'est-à-dire que il faut que ça soit autant exigeant que adapté au budget, parce que bon, voilà, 30 000 euros, vous verrez en plein je vais vous expliquer après là, comment on propose les prestations,
Mais voilà, au moins, vous vous y retrouvez et financièrement, vous, dans votre travail, et le temps que vous allez y passer dessus sur un budget moyen de 15 000 à 30 000 euros. Haut de gamme, entre 30 et 80 000 euros. Voilà, ça commence à être une belle somme. Alors après, c'est difficile à estimer parce que, quand on va dire haut de gamme, pour déjà, on peut dire 40 000 euros, c'est déjà, il y en a qui me disent, oui, mais c'est déjà du haut de gamme pour moi. Et puis d'autres qui vont me dire, moi, haut de gamme, c'est 300 000. Oui, bon, après, comme vous voulez, peu importe, si vous voulez, on est obligé à un moment, c'est pour que vous puissiez voir un petit peu ben, quand on dit gamme, c'est pour que vous puissiez déjà visualiser quel client je veux, moi. Est-ce que je veux le luxe à plus de 80 000 euros? Parce que bon, évidemment, il y a tout ce qui va avec. On ne peut pas se permettre à proposer une prestation en tant que wedding planner, on va dire, dans un premier temps, à 10 000 euros et de dire au client, ben moi, je ne vous accompagne pas au rendez-vous traiteur, je ne vous accompagne pas à la robe, vous vous débrouillez. Moi, tous les rendez-vous, je ne les fais pas avec vous, on ne va pas visiter le lieu. Moi, je reste chez moi en conférence. Je pense qu'il ne va pas trop aimer, franchement. Après, bon, peut-être que je me trompe, mais bon, à mon avis, je vois un peu l'idée. Et donc, forcément, ce service-là que vous allez proposer dans le luxe, il faut que vous soyez du tout inclus, quoi. Hein, voilà, donc s'ils font appel à vos services et qu'ils ne veulent pas être embêtés à chercher quoi que ce soit, ils veulent que vous gérez la moindre galère qu'il y aura à gérer et ils ne veulent pas du tout entendre parler. Donc, forcément, il va falloir que vous ayez une équipe autour de vous. Et bien, ça se paye. Hein, donc, oui, forcément, le budget de la wedding planner et d'ailleurs de la wedding designer, je vous donnerai des exemples aussi. Forcément, on peut pas voilà, se permettre de prendre 1000 euros ou un service à la carte. C'est pas du tout ce qu'ils viennent chercher. Donc, d'où l'importance de comprendre un peu le budget mariage, comment il est un petit peu séparé. Bon, voilà, en stigmatisant, bien, on n'a pas le choix. Hein. Donc, petit budget et luxe, moi, je prends toujours les deux opposés parce que ça permet de réfléchir, en fait. Est-ce que je veux travailler avec dans le petit budget, c'est-à-dire do it yourself, proposer des idées, mais pouvoir accompagner quand même, dire je vais quand même un service à leur apporter en plus, mais forcément mon temps de travail que je vais leur donner, mais bon voilà, il faut que je gagne ma vie. Bon, faut pas que je fasse 300 heures sur leur mariage, donc je vais adapter ma prestation. Et de la même manière sur le luxe, du coup, si je veux travailler dans le luxe, là ma prestation elle doit être adaptée, c'est du tout inclus. Il n'y a pas de réflexion de caisse. On s'arrangera avec les prestataires ensuite. Lui, il ne veut pas réfléchir à qui je paye, il veut payer et être tranquille. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même important. Après, par rapport aux prestations, donc là les rémunérations, ça reste des rémunérations moyennes. C'est pas parce qu'on a écrit ça et qu'on n'en parle ensemble aujourd'hui que c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est pour vous donner une idée. En tant que wedding planner, en moyenne, de toute façon, c'est ce qui se fait, hein, entre 10 et 15% du budget global. Alors, ça, c'est juste pour que vous puissiez l'imaginer. Si on part, c'est pas forcément dans le petit budget, c'est pas ce que je vous recommanderais, de travailler sur une prestation en pourcentage. Ils vont pas aimer du tout parce qu'ils auront un budget serré, ils vont pas envie que vous d'ailleurs, ils vont vous dire moins pour que vous puissiez leur en prendre moins. Donc, c'est pas l'idée. Il faut adapter. Mais c'est pour que vous compreniez un peu l'idée. Donc, si j'ai un budget de 15 000 euros, ma prestation est de, on va dire 10%, hein, parce que j'ai pas envie de calculer, et de 1500 euros. Et si ma prestation est de 1500 euros, qu'est-ce que je propose pour 1500 euros? Donc, je vais diviser. Bon, après, ça, c'est tout un travail qu'il faut faire de rémunération à l'heure. Moi, je dis toujours à partir de 35 euros de l'heure, ce qui me paraît cohérent quand on est indépendant, parce que ça globalise un peu tout le reste, la communication, le développement. Parce que si je travaille sur le client, je peux pas travailler sur autre chose. Donc, 35 euros, ça paraît correct. Mais après, oui, 35 euros de l'heure, je commence. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut réfléchir. C'est quand même, c'est pas simple. Le plus difficile, je pense, au début, en se lançant dans une activité, c'est de choisir dans quelle tranche de budget. Bon, ça, à la limite, vous le faites assez facilement parce que vous dites, bon, le client idéal que je veux, bon, moi, je veux pas travailler pour ceux du luxe ou je veux pas travailler pour ceux qui n'ont pas de budget. Voilà, en général, vous arrivez à trancher. Donc ça va. Et après, c'est donc dire, OK, je vois à peu près où je me situe dans le budget moyen. Dans le budget moyen, si je prends 10% du budget moyen, 30 000 euros, admettons, ça me fait 3 000. Bon, c'est cohérent. Et je vais adapter mes prestations pour 3 000 euros. Bon, voilà. Et après, ça se travaille, le nombre d'heures que vous placez dessus, pour que ce soit cohérent avec le budget et le client que vous avez en face de vous. Bon. Wedding designer, création d'une ambiance donc sur mesure, prestation. Alors là, c'est pareil, c'est comme je disais par rapport au budget mariage, c'est selon le nombre d'heures qu'on va y passer dessus, qu'est-ce qu'on va faire, comment, et en fonction adapté. C'est toujours la même chose, toujours la même histoire en fait. D'où l'importance de vraiment se poser dessus sur qu'est-ce que je propose à mon client idéal. Donc, création d'une ambiance sur mesure plus installation entre 1500 et 3500 euros. Hein, c'est toujours une idée. Conception d'une décoration sur mesure entre 800 et 1500 euros. Des installations de la décoration environ 450 euros. Décoration du brunch environ 500 euros. Ça arrive, hein, c'est demandé. Bon voilà, après ça c'est
des idées de formules qui sont proposées, donc avec des prix fixes. Très souvent, la wedding designer, d'ailleurs, elle va partir sur un prix de départ, donc à partir de 1 500 €. Et en fonction du matériel qu'elle va proposer, ça sera évidemment du supplément. Ça n'inclut pas les fleurs, ça n'inclut pas le matériel, les chaises et tout ce qui s'ensuit. La seule chose que ça inclut, c'est son travail, la création en amont de la scénographie sur mesure, l'installation, voilà, ça peut s'arrêter là. La désinstallation, on va pouvoir récupérer le matériel, donc plus, voilà, si on prend l'exemple là, 450 €. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit. En fait, il faut toujours réfléchir, mon travail, le temps que j'y passe sur cette prestation, déjà je ne le passerai pas sur un autre, c'est une chose, et en plus ben, ça va me demander peut-être une personne et peut-être plusieurs. Bon, ben, voilà, selon l'ampleur de l'événement. Et tout le matériel va se rajouter en plus, évidemment, que vous le fournissez vous ou quelqu'un. De toute manière, même s'il devait louer des chaises ou s'il devait acheter des fleurs, eh ben, du coup, il devrait passer par un fleuriste et des chaises. Donc forcément, voilà, tout ça, ça se rajoute. Donc, les tarifs sont également variables en fonction du nombre de convives. Ça arrive effectivement de le voir ça sur des prestations de wedding designer, que par 100 personnes on part sur temps. Alors ça permet aux gens de se projeter aussi en disant ben, combien ça coûte, parce que ça vous allez l'avoir hein, si vous êtes designer, combien ça coûte une décoration de mariage. Ceux qui, comme ça, quand c'est votre métier, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a tellement de possibilités, voilà, de choses à faire que ça ne veut rien dire. Maintenant, on peut leur donner une fourchette, de la même manière que moi, en wedding planner, je leur donnais une fourchette de dossier est un facteur clé à prendre en compte pour une entreprise. Forcément, ce que je vous disais depuis tout à l'heure, il faut absolument ça l'identifier. Le tarif de la prestation, au niveau de gamme de mariage, ce que je vous disais juste avant. En plus de ça, il est important de définir les coûts matériels et humains nécessaires. Donc ça, forcément, si vous avez une personne supplémentaire et le jour J ou en amont, qui sait qui fait quoi, la papeterie, le mood board, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est les autres? Bon, ça va par là. Et puis après, il y a tout le matériel aussi voilà, en tant que designer, forcément, c'est indispensable hein, de le comptabiliser. Est-ce que j'achète au début? Est-ce que j'achète après? En sachant que oui, l'idéal, et c'est possible, c'est d'acheter au fur et à mesure. Après, vous en avez besoin pour le shooting inspiration et après, vous pouvez l'acheter au fur et à mesure des prestations. Le nombre de prestations proposées et voilà, ce que vous allez vous proposer dans votre entreprise. Le maximum de prestations à ne pas dépasser, ben, on a toujours un maximum, hein, c'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, moi je fais 10 mariages max, ce qui équivaut à 10 week-ends, voilà, et après le reste du temps, vous êtes libre. Est-ce que c'est ça ou est-ce que vous êtes plus auquel cas, c'est vrai qu'en général, ceux qui n'ont pas d'enfants, on peut un peu plus monter, vous n'avez pas trop la question de poser. Et encore que, ça ne veut rien dire parce que moi, à un moment, je n'avais pas d'enfant et je me posais la question. Donc, voilà, après on peut se dire aussi, j'aimerais bien avoir des week-ends pour être tranquille et profiter. Hein, ça peut, et bon, on se dit c'est qu'une saison, soit, mais des fois on aime bien profiter de l'été aussi. Donc ça, c'est à vous de l'identifier. Hein. Alors ça part évidemment par la rentabilité, parce que bon, bah, si vous voulez être rentable et que vous proposez dans le petit budget, il faut voir comment vous proposez la chose. Est-ce que c'est des visios, des abonnements? Est-ce que vous faites que des coordinations? Peut-être que vous allez faire très peu de week-ends, donc forcément, il va falloir organiser toute l'année. Mais tout ça, à y réfléchir quand on lance son entreprise déjà, et surtout quand on est dans les saisonniers, bah, il faut réfléchir, est-ce que je reste saisonnier, je profite des avantages, ou dans le cas où je fais aussi des prestations l'hiver, qui est autre événement privé par exemple, ce qui permettrait de travailler toute l'année. Ok. Donc, il ne faut pas oublier de calculer le chiffre d'affaires idéal pour chaque prestation afin de garantir la rentabilité de l'entreprise. Ça va de soi. C'est un peu ce que je vous ai dit auparavant. Alors, pour vous donner un nombre donc justement de mariages à organiser, si on prend les deux extrêmes, dans le petit budget, 15-20 mariages par an, ben, vous allez passer moins de temps, donc forcément beaucoup moins au niveau du chiffre d'affaires, moins important. Dans le luxe, 3-5 par an. Ben oui, si vous prenez 10 000 €, après, tout dépend de combien vous voulez de chiffre d'affaires aussi. Hein, mais bon, voilà, évidemment, si vous prenez 10 000 €, vous n'êtes pas obligé d'en faire 60. Hein, donc, forcément, et puis de toute façon, vous n'aurez pas le temps d'en faire 60. Tout, clairement. Et dans le service de wedding designer, ben, on a le luxe, 5-10 par an. Et dans le petit budget, 30 par an. Bon, voilà, pour vous donner une fourchette, une idée, du moins. Alors, les étapes de la création d'entreprise. Je voulais, voilà, on en parle là. Donc, la première, évidemment, c'est réfléchir à son projet. Ça va de soi. On ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans quelque chose sans objectif. Donc, réfléchir, qu'est-ce que je veux faire voilà, qu'est-ce que je veux faire, comment je le réfléchis. Après, ça se construit dans la formation, quand vous discutez avec des gens autour de vous. Voilà, ça se construit au fur et à mesure, mais partez avec une idée voilà, de départ.
On réfléchit à son projet, qu'est-ce que je veux faire, je me pose, dans quelle situation je suis, etc. Ensuite, on réalise une étude de marché. Donc ça, c'est important pour connaître, ce que je vous disais par rapport à votre région, quelle est, voilà, comme on disait au départ, en Ile-de-France, si j'ai 200 agences, mais comment se comporte mon marché? Est-ce qu'il y a beaucoup de wedding planners? Est-ce que la wedding planner propose des services de wedding designer, etc., etc. Quel est le client? Quelles sont ses habitudes, etc. Bon, voilà, tout ça, il faut le faire hein, au fur et à mesure. Ça se réfléchit, ça s'étudie. On définit donc son objectif. On définit son positionnement, et bien par rapport à sa région, où je vais, est-ce que je suis au milieu des vaches, et auquel cas je me rapproche d'une ville et je fais toute la région, ou j'ai pas trop envie de m'éparpiller, je veux rester auprès de mon village, et auquel cas je me positionne dans mon village et je vais proposer des prestations adaptées. Ensuite, une fois qu'on sait son client, son marché, voilà, qu'on a les objectifs, qu'on sait où on va, en fait déjà d'une, on clarifie son idée, on clarifie son projet et du coup, c'est plus facile pour aller de l'avant. Donc là, ça va nous permettre de créer. Donc, vous pouvez créer votre offre à ce moment-là, créer votre offre parce que vous avez déterminé le budget moyen, le client que vous voulez, etc. Donc là, c'est plus facile pour réfléchir, comme je vous disais, un peu sous forme de tableau avec le nombre d'heures, les prestations, etc. Lister ses coûts et investissements. Donc, c'est pas les mêmes coûts wedding planner et wedding designer. Quand on est wedding designer, on a plus de coûts. C'est ce qu'on, bon, voilà. Et encore que, ça veut rien dire, hein, encore une fois. Mais bon, pour généraliser, parce qu'on va avoir de l'achat de matériel, de la location probablement qu'on va vouloir faire plus tard. Donc, il y a un petit peu plus de coûts. En étant wedding planner, c'est vrai que c'est plutôt, pour généraliser les deux aussi, mais le site internet, la communication, les réseaux sociaux, les publicités payantes, si vous voulez, voilà, ça peut être ads, Instagram, voilà, Facebook, enfin bon, bref, le mariage net. Est-ce que je vais participer à un salon ou pas? Bon, ça, c'est plutôt général dans les deux, mais voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas? Après, il faut quand même faire part de priorité, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Vous n'allez pas faire un crédit, quoi qu'il. Moi, pour moi, en tout cas, ce n'est pas nécessaire. À moins que vous voulez acheter une grosse franchise qui permettrait effectivement peut-être d'avoir un investissement. Mais franchement, très sincèrement, faire petit pas par petit pas, c'est possible. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait et ça s'est plutôt bien passé, malgré que ce ne soit pas la même période, quoi, on va dire. Ensuite, fixer ses tarifs. Mais quand on a réfléchi à son offre, qu'est-ce que je veux proposer et à qui, mais là, je vais pouvoir positionner mon tarif. Hein, c'est ce que je vous disais clairement. Voilà, l'étape est assez logique. Ensuite, créer son business plan. Donc là, j'ai mis une petite bulle, parce que c'est un lien, alors on m'en a fait part il n'y a pas longtemps, que j'ai utilisé pour faire mon business, c'est pas moi qui l'ai fait, mais enfin bon, voilà, on l'a fait avec la personne, le business plan, et du coup, on vous mettra avec Maëva, justement, le lien de comment créer son business plan, ça permet de réfléchir à son prévisionnel, ses coûts, bon voilà, réfléchir à tout, en fait, à son projet, se poser, parce que finalement, vous allez devoir étudier la concurrence, vous allez devoir étudier votre client, et donc c'est hyper bien d'y réfléchir. C'est compliqué, c'est vrai, parce que des fois, il y a des questions auxquelles peut-être que vous ne répondrez pas, mais c'est quand même important. Donc, on vous mettra le lien avec Maëva pour que vous puissiez le faire si vous le souhaitez. Ensuite, réaliser les démarches de création d'entreprise. Donc, bon, voilà, selon le statut que vous allez utiliser, alors la question elle se pose toujours quand on est wedding planner, on a un service de prestation. Est-ce que je garde mon statut, est-ce que je commence en étant micro-entreprise? Il y en a plein qui me demandent est-ce que c'est une bonne idée. Moi, personnellement, par rapport à votre situation, je ne sais pas. Je dirais comme ça, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise idée, parce que voilà, ça m'a bien servi. Et pour autant, j'avais pas de frais, j'avais pas de Pôle emploi, j'avais pas. Voilà, donc forcément, selon votre situation, peut-être que ce ne sera pas adapté. Parce qu'il y en a qui vont vouloir peut-être garder leur droit Pôle emploi tout en créant leur entreprise. Alors, peut-être une micro-entreprise, ça va être compliqué ou pas intéressant. Enfin, il y a plein de facteurs à voir. Bon, ça se fait au fur et à mesure. En tout cas, la démarche qu'on propose est très simple. Hein, il n'y a rien de bien compliqué. En ce qui concerne une micro-entreprise, c'est très rapide. Ça se montre aussi vite que ça se ferme. Hein. Voilà. Après, le temps de passer en société, c'est peut-être différent. Mais là, vous avez des personnes qui peuvent vous accompagner. Je vous rassure, on n'est pas lâché dans l'entrepreneuriat comme ça non plus. Créer ces outils juridiques, ça dépend effectivement de ce que vous allez faire, hein, toujours pareil. Ça c'est pareil, vous n'êtes pas. Nous, en parlant d'outils juridiques, dans la formation, dans la boîte à outils, on vous met des contrats de prestations, alors qui sont validés aujourd'hui. Alors pour ceux qui sont anciens élèves de chez nous, ils ont la mise à jour. Pour les nouveaux, vous aurez les vrais contrats qui sont contrats et conditions générales de vente, qui sont vérifiés. Voilà, c'était important de le faire, malgré que ceux que j'avais avant, et c'était quand même, mais plus, on va dire, à l'ordre du jour avec tout ce qui s'est passé. Ensuite, donc faire un plan d'action pour trouver ses premiers clients. Donc là, voilà, c'est quand même, là, c'est ce qui, en normalement, interroge tout le monde. Comment je vais trouver les premiers? Comment je vais aller chercher ce
client-là, déjà, si vous ne l'avez pas bien ciblé, si vous ne connaissez pas votre marché, vous n'allez pas comprendre comment il fonctionne, vous ne le trouverez jamais. Et après, évidemment, pour moi, ce qui prime surtout, c'est il faut faire des choses en fait, parce que je vois la différence des gens qui font des choses, c'est-à-dire ça passe par des shootings, des réseaux sociaux, ils font, voilà, ils mettent en avant leur travail. Et dans ce cas, eh bien, on voit, oui, ça fonctionne. C'est sûr que si tu restes assis, je le dis tout le temps, hein, mais sur ton canapé, il se passera rien, hein, et c'est valable pour tout dans la vie. Hein. Donc c'est sûr que, voilà, moi, comme je le dis tout le temps, et je l'affiche partout, et je le dis et je le revendique, quand on veut, on peut. Si on fait des choses en fonction, eh ben, on arrive à avoir, donc on peut obtenir son client. Tout simplement. Ça paraît facile comme ça, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Après, évidemment que nous, on vous donne des clés pour que vous puissiez trouver des petits trucs pour, mais voilà, après, de manière logique, en faisant des actions, on arrive à obtenir ce qu'on souhaite. Créer ces outils et canaux de communication, ça forcément, hein, donc les outils qui vont vous servir à gérer votre quotidien, votre entreprise, votre communication et la gestion de votre business. Hein, si vous êtes wedding planner, vous êtes wedding designer, ou si vous êtes les deux. Et les canaux de communication, mais forcément, aujourd'hui, c'est juste indispensable. Il y en a même qui ont, voilà, même des réseaux sociaux en général, par exemple, qui travaillent que avec les réseaux sociaux. Donc, réaliser un shooting d'inspiration, pour moi, c'est vraiment on va dire, c'est pas la clé parce qu'il y en a d'autres, mais aujourd'hui, vous avez quand même cette chance de pouvoir vous faire entourer d'équipes qui peuvent vous aider gratuitement, on va dire, de collaborer, on va dire, c'est mieux parce que voilà, ils ne peuvent pas trop gratuitement, mais collaborer avec vous sur des projets en commun. Ça vous permet d'avoir une équipe de professionnels qui vont partager plus tard votre travail. Donc, c'est quand même voilà, un bon moment de partage. Vous avez des visuels pour pouvoir les exploiter qui vous appartiennent. Enfin, je veux dire, et je vois d'ailleurs les élèves qui sont chez nous qui en font plusieurs, et je trouve ça très intelligent parce que du coup, ils ont compris. Et c'est comme ça que vous avez du relationnel, c'est comme ça que vous montrez que vous êtes en action. Sinon, au début, c'est sûr que si vous n'avez rien à partager sur les réseaux sociaux, les gens ils vont se dire, ils font rien en fait. Donc voilà, d'où l'intérêt de faire des choses d'inspiration pour se le faire connaître. Ça me paraît important. Alors, les étapes de l'organisation, on est sur ça. Créer son carnet d'adresses de prestataires. Donc ça, c'est vrai que nous, dans la formation, c'est pas ce qu'on exige, parce que voilà, on vous oblige à rien. Mais c'est vrai que moi, je trouvais important de me dire, au fur et à mesure que tu apprends des choses sur les lieux, déjà, c'est bien que tu ailles les rencontrer, visiter ce qui se fait. C'est bien que tu que tu rencontres des prestataires pour voir. Tu connais ton marché, tu maîtrises le milieu du mariage, et c'est que comme ça, déjà, que vous allez faire parler de vous, parce que les gens vont vous connaître. Vous allez maîtriser ce que vous allez dire à vos clients plus tard. Alors, que ce soit prestataire et fournisseur pour la partie designer, pour moi, créer un carnet d'adresse, c'est important. Donc déjà, pour avoir la relation avec les prestataires, pour avoir la maîtrise des budgets, parce que sans ça, alors oui, il y en a qui me disent oui, mais ils ne me répondent pas. Ben oui, mais c'est sûr qu'un mail, il doit en recevoir 300. Je comprends qu'ils ne vous répondent pas, mais déjà, vous avez qu'à voilà, faire en sorte peut-être de les rencontrer s'ils le veulent bien, s'ils ne veulent pas. Mais on fait différemment. On a des mariés qui veulent se marier l'année prochaine, et au moins vous obtenez les plaquettes et vous arrivez à référencer. Au moins, vous vous faites une idée du milieu du mariage dans votre région déjà. Parce que moi, je le dis en formation, mais bon, ma région, c'est pas forcément, voilà, c'est pas représentatif des autres. Hein. Donc, ça va vous donner une idée de budget et voilà, et de comment ça se passe. Mais c'est pas, mes prestataires ne sont pas identiques à vos prestataires dans la région. Alors, créer ces outils de travail avec les mariés, mais ça, c'est vrai que c'est pareil. Ça, pour moi, le carnet d'adresse et l'organisation générale de la partie wedding planner, de savoir comment ça va se passer, ou designer, pour moi, c'est indispensable parce que demain, vous signez un contrat, vous n'avez ni le carnet d'adresse, ni les outils pour travailler. Franchement, je ne sais pas comment vous allez faire. Déjà, vous allez perdre vos moyens, vous allez passer 300 heures en une journée parce que ça va demander beaucoup d'énergie, ça va vous stresser. Et bon, voilà, après, vous allez le faire, hein, forcément. Après, ça va très bien se passer certainement. Mais c'est vrai que moi, en amont, pour moi, ça me paraît être beaucoup plus judicieux. On va continuer pour les interviews qui me paraît important, surtout que en général, vous êtes tous en reconversion professionnelle, vous posez beaucoup de questions, vous avez des freins, vous avez des doutes. Donc, c'est vrai que se préparer au changement de vie, ça me paraît essentiel. Donc, on va vous expliquer, enfin, c'est Stéphanie, hein, surtout, qui va vous expliquer les étapes du changement. Mais ce que je me demande, c'est où est Stéphanie? Du coup. Stéphanie est là, elle n'est pas loin. Allez, ça va, alors Stéphanie. Elle écoutait attentivement. Très bien, je t'avais perdu sur la vidéo, alors je me suis dit, ça y est, elle aussi, elle est coupée. Ah voilà, non, non, c'est bon. Je ne sais pas si vous me voyez, mais en On tout te cas, voit. je suis là. Voilà, j'ai bien tout écouté. Merci Virginie.
pour ta présentation qui était super énergique, complète, enfin, vraiment qui donne envie déjà. Alors, je ne vais pas me lancer dans ni le métier de wedding designer, ni wedding planner. Pour autant, c'était super intéressant. Et moi, je vais vous parler du changement. Alors, bon, beaucoup de choses, beaucoup d'étapes hein, qui sont liées à ces métiers et à la création d'entreprises, telles que Virginie vous a expliqué là tout maintenant. Donc, créer son entreprise, ben, vous l'avez bien compris, c'est un vrai challenge qui nécessite véritablement toutes ces étapes. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un super objectif et ça véritablement aussi un changement. Et on va parler de ça. C'est un changement qui est souhaité, c'est un changement qui est voulu. C'est rarement un changement subi quand on choisit de créer son entreprise, quand on change de métier. Donc moi, j'ai appris tout ça et puis il y a 2 ans, 3 ans maintenant, je ne sais plus, j'ai créé mon entreprise en changeant de métier. Donc j'ai mis en pratique la théorie. Là, je vais vous parler un peu théorie. Créer son entreprise et changer vers un nouveau métier, c'est vraiment une opportunité à saisir, à faire évoluer tranquillement au fil des mois, au fil des années aussi. C'est peut-être un rêve que vous allez concrétiser. Et tout ça, ça nécessite en amont se poser quand même quelques questions, prendre le temps de réfléchir. Alors j'ai entendu, j'ai noté hein, par rapport à tout ce qu'a dit Virginie, j'ai entendu inquiétude, j'ai entendu opportunité, réflexion, se poser des questions. Quand on veut, on peut. Organisation, énergie, trouver ma place, business plan. Bon, tout ça, moi, je valide à 300%, j'ai envie de dire, à 1000%, parce que oui, tout ça, c'est fondamental. Oui, tout ça, c'est indispensable. Oui, tout ça, ça fait effectivement partie des questions que vous allez vous poser par rapport à ce changement. Et quand on parle de changement, ce que je vous encourage à faire, même si vous le souhaitez, c'est prendre une petite feuille. Vous pouvez écrire, vous ferez l'exercice si vous le souhaitez et quand vous le souhaiterez. C'est vous dire, au jour d'aujourd'hui, ben, j'en suis là. Donc, en fait, ben, où j'en suis exactement au jour d'aujourd'hui. Mon objectif, c'est quoi? Mon objectif, c'est ça. C'est je veux créer mon agence de wedding planner, je veux créer mon activité de wedding designer, c'est je veux quelque chose de concret, de le dater évidemment à telle date, tout en veillant à ce qu'il soit réaliste, réalisable, qu'il soit en cohérence avec à la fois votre environnement, qu'il soit en cohérence, et ça aussi vous allez le lister, avec vos ressources. Donc il y a des ressources que bah, si vous faites de la formation, vous allez acquérir. Il y a forcément des compétences, des savoir-faire, des savoir-être. On parle beaucoup de hard skills et de soft skills. Donc tout ça, c'est important à identifier. Moi, comment je me positionne par rapport à tout ça. Je suis riche de telles expériences professionnelles qui m'ont appris ça, qui m'ont permis d'acquérir telles ressources. Donc ça, c'est important à un moment donné de se poser avec un papier, un crayon et de lister tout ça parce que ça nourrit quelque part et ça va vous accompagner dans toute la phase de changement et dans toutes les phases qui vont s'offrir à vous. Donc, ce qui est important aussi, ça c'est tout le positif, tout le côté génial. Et puis quand même, Virginie a parlé d'inquiétude. Moi, je vais vous parler d'interférences. Alors, c'est lié, bien évidemment. Les interférences, c'est tout ce qui possiblement, à un moment donné, vous savez, le petit grain de sable là, qui va venir vous embêter, qui va venir titiller votre plan là que vous aviez prévu. Et puis d'un coup, il y a un grain de sable, mince, ça ne se déroule plus comme je l'avais prévu. Donc tout ça, plus on anticipe les grains de sable potentiels, on va le dire comme ça, ben, plus vous allez vous donner les chances que ce grain de sable, soit il s'élimine, soit il reste grain de sable, mais en tout cas qu'il ne se transforme pas en gros rocher là qui viendrait vous barrer le chemin. Donc, tout ça, c'est important à identifier en amont. Toutes ces interférences potentielles qui sont peut-être votre sphère personnelle. Vous êtes une femme, vous avez des enfants à faire garder, votre conjoint n'est pas là la semaine. Le week-end, ben, du coup, lui veut se reposer parce qu'il a une vie active la semaine qui est harassante. Ben, pourquoi pas? Donc,
sauf que vous, le week-end, ben, justement, au revoir, je m'en vais. Donc, voilà, toutes ces questions-là, ma vie de couple, comment je vais l'organiser, mon temps perso, mes enfants, comment je vais arriver à articuler tout ça? Une question parmi tant d'autres, bien évidemment. Donc, tout ça, je vous encourage à les identifier en amont, ces interférences potentielles. Donc, faut vous dire que dans tous les cas, de toute façon, chacun, et ça c'est tout changement, c'est comme ça, devra remettre en place un nouvel équilibre. Ben, du fait de ce changement. Donc, j'étais là, je veux aller là. Au milieu, j'ai tout ce processus. Je dois prendre conscience de ça, je dois prendre en compte ça et je dois en permanence réajuster cet équilibre. Être conscient que tout changement peut induire aussi des résistances, même parfois inconscientes. D'accord? Ça, c'est important de le prendre en compte. Et aussi que l'enjeu dans tout ça, c'est finalement d'arriver à transformer ces résistances en véritables ressources. Et du coup aussi, Stéphanie, si je peux me permettre, je trouve que c'est important, je sais que tu me le dis souvent, de rester en cohérence avec ses valeurs. Oui, c'est tout à fait. Merci de le rappeler, Virginie. Vous savez, enfin vous savez ou vous savez pas, en tout cas je vous le dis, chacun de nous a une dizaine de valeurs. Donc des vraies valeurs, c'est là au plus profond les valeurs. Et donc ça, c'est fondamental de rester tout le temps, on dit, aligné, en cohérence avec ses valeurs. Parce que à un moment donné, c'est peut-être ce que vous avez vécu dans une vie d'avant professionnelle. Je vais prendre l'exemple de la liberté. Vous avez parmi vos valeurs la liberté. Et puis, à un moment donné, vous vous retrouvez contraint dans une boîte où ben, finalement, votre autonomie, votre créativité, votre envie d'innover, ben, il est bridé. Ben forcément, cette liberté, au bout d'un moment, elle va finir par se tordre et vous allez vous dire, ben, ma liberté, je n'arrive plus à l'exprimer. Et le corps, souvent d'ailleurs, dit, bon, là, ça coince. Ah, ben tiens, c'est peut-être que finalement, telle valeur, telle valeur, telle valeur, je n'arrive plus à l'exprimer comme je devrais l'exprimer. Donc, on ne va pas développer ça parce que là, on n'a pas le temps. Pour autant, c'est quelque chose qui est hyper important et merci Virginie de le souligner. Donc, dans le petit exercice que je vous donnais précédemment, évidemment, dans la case ressources, je vous encourage à lister les valeurs qui sont fondamentales pour vous. Ça, c'est hyper, méga important. Un autre exercice que je vous propose, c'est de vous dire finalement ce changement de métier, ce changement de façon d'exercer peut-être le métier, ça va être de vous dire qu'est-ce que je vais perdre en fait et qu'est-ce que je vais gagner. Là, c'est facile, on prend une feuille, on met un trait au milieu, d'un côté, qu'est-ce que je vais perdre, de l'autre, qu'est-ce que je vais gagner. Et ça, pareil, de prendre un temps de réflexion. J'ai ma feuille, moi, face à mon papier, mon crayon, ma feuille, qu'est-ce que je vais perdre, qu'est-ce que je vais gagner. Je saute là, ou avant, je traite quelque chose qui va me permettre de sauter. Ou je saute pas encore parce que c'est pas le moment. Ou je saute et puis je le gérerai différemment un peu plus tard parce que oui, c'est OK, c'est possible. D'accord? Donc ça, c'est important. Après, ce qui est important aussi, c'est de se dire, d'identifier, on en a parlé quand on a parlé de création d'entreprise, c'est pareil, c'est vraiment lié tout ça. C'est de vous dire, il y a une temporalité, évidemment. Mon objectif, c'est ça à telle date. Aujourd'hui, je suis là. Euh, c'est quoi les différentes phases, là, aujourd'hui, comme ça, si je réfléchis, que je vois dans tout ça. D'accord? Et une fois qu'on a trouvé ces différentes phases par rapport à l'objectif, c'est oser se projeter 1 an, 2 ans, 3 ans. Peu importe si c'est exactement comme ça que ça va se passer, si c'est pas exactement que tout va se passer. Pour autant, on aura pris ce temps de réflexion et en période de un peu de doute, on a parlé d'inquiétude, un peu de down, là, où la motivation, on a un peu peur, on a un frein qui revient, on a une motivation qui décline. Le fait d'avoir fait tous ces exercices en amont, ben, vous pourrez vous y référer à tout moment. Et là, vous vous direz, ah oui, ça, je l'avais vu. Ah oui, je m'en rappelais plus. Ah mais tiens, si j'y réfléchissais un peu, si je prenais ce temps de me dire comment je peux contourner ça, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour avancer de la meilleure des manières possibles. Et je ne vais pas monopoliser la parole longtemps, je voudrais juste insister aussi sur un point, c'est la jauge d'énergie.
moi, ça, c'est hyper important de toujours garder en tête cette jauge d'énergie. La jauge d'énergie, c'est ce qui permet de garder la motivation, de garder la dynamique positive pour réaliser nos projets, réaliser le changement, mener à terme cette formation de la meilleure des manières possibles pour qu'après vous puissiez en tirer les meilleurs bénéfices pour vous. Et la jauge d'énergie, chacun la sienne. Donc, je ne vais pas vous dire ni à quel niveau elle doit se situer, ni comment la remplir, parce que ça, c'est vous face à vous-même. Vous vous connaissez mieux que personne. Et ça va être de vous dire, ben, au jour d'aujourd'hui, là, je suis en super forme. Ma jauge d'énergie, si je prends, elle n'est pas là-haut quand même. Voilà. Par contre, oh, ben, elle est là. Ah ben ça c'est ok. Ben tiens là je suis vraiment bien. Je me sens alignée. Je me sens voilà j'ai une énergie positive. Je me sens bien. Donc ça veut dire que moi ma jauge d'énergie elle doit être là. Et pour autant des fois dans ce processus de changement quand je vais la checker ça il faut la vérifier régulièrement quand même sa jauge d'énergie régulièrement toutes les semaines pourquoi pas dans certaines phases tous les jours même hein, ça peut être ok aussi ou à une périodicité plus longue, ça aussi, évidemment. Mais ça va être dans cette période un peu cruciale là, de changement, de la checker régulièrement et de se dire, oh là, elle est là. Ah oui, c'est vrai, là, je me sens épuisée, j'ai mal au dos. Non, là, je sens que je deviens agressif. Je n'arrive plus à avoir de la lucidité, de la clairvoyance. Donc là, ça va être d'accepter, vous vous rappelez le temps que je vous ai dit, là, la temporalité, la petite flèche dans le temps, ça va être de se dire, pause. Ma priorité, c'est ma jauge d'énergie. Je vais re-remplir ma jauge d'énergie jusqu'à un niveau acceptable, peut-être pas celui-là, ce sera peut-être celui-là. Ce niveau-là va me permettre de poursuivre mon processus de plaisir que je l'ai choisi. D'accord. Et après, ça va être aussi à un moment donné de se dire qu'est-ce qui fait qu'en fait, je suis arrivée à passer de ça à ça. Dis donc, j'ai fait un break de 48 heures. En 48 heures, je suis passée de ça à ça. Ayez ce réflexe-là. Ah oui, c'est vrai, je me suis accordé 1 heure, je me suis posée. Ah oui, c'est vrai, je suis allée me promener dans la nature. Ah oui, j'ai fait une séance de sport. Ah oui, j'ai regardé un film. Ah oui, j'ai accordé du temps à moi, mes amis, ma famille, que sais-je. Donc ça, cette jauge d'énergie, moi je le dis régulièrement et ça c'est tellement important de checker sa jauge d'énergie et de savoir comment je la remplis. Parce que ça, c'est le moteur du changement. C'est votre moteur et c'est le moteur du changement. Alors, voilà, pour résumer, où j'en suis, mon objectif, mes ressources, les interférences, les questions à se poser, ma jauge d'énergie. Et après, j'ai envie de dire, ben, action. Et surtout en mode de conclusion quand même, allez-y, quoi. Osez le changement. Merci pour ton intervention. Du coup, on partagera voilà, tout ce que tu fais pour moi déjà. Je trouve que c'est important parce que tu m'as appris pas mal de choses. C'est vraiment en coaching. C'est vrai que les valeurs, moi, ça faisait. Je pense que des fois, quand tu fais des choix, t'es pas toujours. Tu sais pas pourquoi tu les fais et puis tu sais pas si c'est vraiment en adéquation avec ce que tu veux vraiment. Et moi, grâce à toi, j'ai fait beaucoup de choses déjà. J'ai mis en place beaucoup de choses. Et je sais que je suis complètement alignée avec mes valeurs. Et du coup, ça me facilite tellement mes choix dans ma vie, au quotidien. Déjà, voilà, dans mon travail, évidemment, ça va de soi. Parce que je sais ce que je vaux aujourd'hui, je sais ce que je veux faire. Et je sais là où je suis la meilleure, on va dire. Et après, évidemment que je sais voilà, où j'ai des difficultés, mais voilà, c'est vrai que tout ça, c'est vraiment très important. Et bon, écoute, je suis ravie de pouvoir t'avoir fait intervenir ici et que tu as pu voilà, dire quelques mots. C'est vrai que ça va vite en fait, c'est quand c'est intéressant, ça va super vite. Mais voilà, merci Stéphanie en tout cas. C'est à Jenny maintenant de prendre la parole. Alors du coup, Jenny est une ancienne élève. Alors je vais la laisser aussi parler d'elle parce que je trouve que c'est important à présenter son entreprise, son agence. C'est une belle, enfin en tout cas, on le dit toujours nous entre nous intervenants, c'est une belle réussite, Jenny. Voilà, on a beaucoup d'élèves qui ont des belles idées, une belle énergie et qui voilà, qui donnent tout.
et elle en est vraiment l'exemple. Donc, je suis très contente que tu sois là. Ça fait très longtemps que je t'ai pas vue. Je te suis sur les réseaux sociaux, mais je suis contente que tu fasses partie voilà, de cette masterclass. Du coup, Merci. voilà, je te laisse te présenter déjà toi, entrepreneuse que tu es, ton agence évidemment. C'est pareil, hein, on partagera, je pense, voilà, toutes les personnes qui sont là présentes, c'est important que voilà, vous êtes parmi nous et on a envie de vous mettre en lumière aussi. Donc, je t'écoute, Jenny, présente-toi Ok. à nos Bon, bah, enchantée à tous. Donc voilà, comme Virginie l'a dit, moi c'est Jenny et j'ai monté mon entreprise il y a maintenant à peine 2 ans et demi, donc en juin 2021. Et je suis dans ma deuxième saison de mariage, c'est-à-dire qu'en 2021, j'ai fait un tout petit mariage. J'avais été contactée, j'avais à peine commencé ma communication sur Facebook déjà à l'époque. J'avais fait un tout petit mariage. Et sinon, bah, j'ai fait donc 2022 et 2023. Et que dire, j'ai fini ma saison 2023 là, ce week-end. Donc je suis assez fatiguée parce que pour moi, la durée de la saison est assez longue parce que je vis en Haute-Savoie et j'ai la chance de pouvoir avoir la saison d'hiver qui rentre en compte. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir deux temps forts, qui est l'hiver et l'été. Donc voilà, mais donc forcément une amplitude sur l'année beaucoup plus importante parce que j'ai commencé en mars cette année pour finir bah, au mois de novembre. Voilà, je sais pas si... Mais du coup, très bien. Non, mais c'est une belle présentation. On voit voilà, que ça fonctionne bien pour toi. Moi, je suis très contente. Ça se voit, hein, tu partages beaucoup sur les réseaux sociaux, tu es très active. C'est vrai que tu fais beaucoup. Enfin, tu vois, c'est pas facile. Tu fais beaucoup de réels. Voilà. Donc, tu vois que tu donnes beaucoup et ça paye. Donc, bravo, franchement. Tu as compris comment ça fonctionnait. Tu as trouvé où étaient tes clients. Donc, c'est très, très bien. Alors, du coup, est-ce que ce qui est toujours intéressant aussi de voir quand on se lance, moi, quand je me présente, je sais que c'est à la fois un peu nos faiblesses, on se dit oui, mais en fait, moi, voilà, mon parcours, il est comme il est, et à la fois, voilà ce que j'ai réussi à faire. Donc, un peu comment ce que tu faisais avant, comment tu t'es lancé, un peu, tu as fait la formation, comment s'est passée tu vois, cette transition, parce que ça peut intéresser les gens qui sont en reconversion professionnelle, tu vois, en fait, qui étaient dans la même situation que toi et qui ont. Ben, c'est dur, en fait. Comme disait Stéphanie tout à l'heure, c'est pas simple Non, c'est de clair. là, de sauter le pas, quoi. Ben moi, c'est pour reprendre un petit peu l'historique, j'ai fait en 10 ans, j'ai travaillé, que ce soit dans la restauration, avec traiteur en restaurant ou dans un bar ou en pub le soir, et également en vente. Et avant de commencer, du coup, de lancer mon entreprise, j'étais dans la vente dans une grosse entreprise en Suisse, qui est l'équivalent aux Galeries Lafayette françaises. Donc, à ne pas voir le jour, à être enfermé toute la journée sous les lumières commerciales. Et donc, du coup, ça fait depuis 2017, en réalité, que j'avais envie de me lancer de base en tant qu'officiante de cérémonie parce que j'ai vu ma meilleure amie se marier. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. J'ai comme eu un peu une petite révélation. Et puis, ben, on laisse passer le temps et ça va vite, hein, et on se retrouve, on est en 2021. Et donc, un peu compliqué. L'après-Covid a été compliqué pour moi parce qu'on était en sous-effectif et donc il y avait énormément de travail, mais très peu de collègues. Et j'ai tiré sur la corde jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, j'en peux plus. Et entre-temps, bah, je me suis dit, bah, allez, c'est le moment de justement trouver une reconversion. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer en tant qu'officiante de cérémonie. Mais je me sentais encore pas ni légitime, ni en place pour le faire. Donc, je me suis dit, bah, viens, on se met à l'arrière, à l'ombre. Et le métier de l'ombre dans le mariage, c'est la wedding planner. Parce que c'est ce qu'elle fait, c'est pas palpable. Autant la décoration, on peut palper la décoration. Les fleurs, c'est pareil. Mais organiser et puis chapeauter tout, c'est un petit peu non palpable, justement. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire ça. Et comme j'avais pas forcément confiance en moi, je me suis dit, je vais me former pour prendre un petit peu plus confiance en moi. Et puis, je voyais aussi dans l'opportunité de la formation un peu un gain de temps sur bah, comment m'organiser dès les débuts, quels sont les bons outils à avoir tout de suite, comment mettre en place les choses, quelle société choisir. Enfin voilà, c'était pour moi un petit peu
un petit peu comme quand on joue à Mario Kart et on fonce sur le petit avance rapide pour avoir les bonnes techniques. Donc voilà, et puis bah, après, au bout d'un moment, bah, la formation, je l'ai suivie donc, en distanciel, une fois par mois avec Virginie. Et à la fin, je pense que c'était au mois de mai que j'ai terminé ça. J'ai fait un shooting d'inspiration sur le thème de Peaky Blinders et j'ai rencontré, je suis passée de vouloir faire un shooting d'inspiration avec un couple, un photographe et puis des fleurs, à me retrouver à ce que ça prenne beaucoup plus d'ampleur parce que le monde du mariage est assez petit et beaucoup de prestataires m'ont recommandé d'autres prestataires et je me suis retrouvée à faire un shooting d'inspiration avec 20 prestataires. Donc c'était trop chouette et la journée était géniale et je me suis dit ok c'est ce que je veux faire. Donc j'ai pris les devants et j'ai quitté mon emploi. Enfin je me suis fait licencier. J'ai profité du Covid pour et de la santé mentale et physique que j'avais aussi à ce moment-là, qui était finalement un mal pour un bien, pour me faire licencier. Et donc ça, c'est cool. Enfin, c'était cool d'avoir trouvé cette solution. J'ai eu cette chance-là, finalement, parce que bien évidemment, c'est pas donné à tous les employeurs de le faire. Je me suis battue pour qu'on puisse me licencier. Et parce que je suis, alors il y a deux écoles et c'est vraiment que mon avis personnel et parce que je suis comme ça dans le caractère, j'avais essayé en 2015 de monter ma société tout en gardant mon boulot à côté. Et je suis quelqu'un qui se donne tellement dans ce qu'elle fait, peu importe que ça me plaise ou non. Ce qui fait qu'en fait, quand je rentrais de ma journée de travail, j'avais plus bah, la petite jauge dont on parlait tout à l'heure. Ben, moi, elle était à plat. Et donc, du coup, pour pouvoir lancer ma propre entreprise, c'était très compliqué. Donc, ça n'a pas fonctionné. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, bah, OK, je me laisse un certain temps en me disant, bah non, je me consacre à 100% pour ma société. Et ça fonctionne, tant mieux. Et j'aurais bien que ça ne fonctionne pas. Ben, j'avais assez confiance en mes capacités de rebondir et de retrouver facilement un travail. Donc, euh, donc voilà. Mais j'étais persuadée, en tout cas pour ma part, qu'il fallait que je me concentre à 100% et que je mette toute mon énergie dans cette société-là. Et après, bah, j'ai eu la chance aussi de te rencontrer, Virginie, au-delà de la société, enfin de la formation. C'est que, étant donné que Virginie faisait des mariages en Haute-Savoie et qu'elle était en transition d'arrêter, et ben, elle m'a fait confiance pour reprendre certains de ses mariages en Haute-Savoie. Ça m'a permis bah, du coup de me faire la main et de pouvoir communiquer sur le fait que j'avais déjà des mariages en cours. Et après, j'ai investi de l'argent en ma société par le biais de mariage.net, qui, si je pouvais, j'aimerais pouvoir m'en débarrasser, mais qui est un très bon tremplin au départ, en tout cas pour accrocher de la clientèle. Et après, bah, comme tu disais, Virginie, je développe beaucoup mes réseaux sociaux, beaucoup à Instagram. Et au bout de 2 ans, ça commence à payer ses fruits et j'ai déjà signé des contrats grâce à Instagram. C'est pas encore c'est pas là où je récupère le plus de clients, mais même si c'est un ou deux ou trois, c'est déjà énorme et je me dis que c'est rentabilisé par rapport aux heures que je passe dessus. Et à bien penser aussi à investir dans un site internet, mais également dans son référencement. Parce que j'ai eu un site internet pendant 1 an et demi où je n'ai pas eu un seul formulaire depuis mon site internet. Et à partir du moment où je l'ai référencé, maintenant, j'ai la moitié de mes clients qui viennent de mon site internet. Voilà. Non, mais complètement, tu as raison de le dire. Hein. Les réseaux sociaux, c'est bien. Je sais qu'il y en a qui vivent que de ça, mais bon, voilà, après, c'est tout un Un truc. boulot à part entière, hein, c'est énorme. Hein. C'est une grosse, Oui, ben, grosse c'est ça. boulot. Tu as beaucoup de temps, mais c'est vrai que je trouve que c'est joli, un site internet, c'est ta jolie vitrine, ton travail que tu mets en valeur. Et c'est vrai que la première chose qu'on va te demander, vous avez un site internet, c'est vrai que je trouve que ça, voilà, ça apporte un peu de la crédibilité. C'est là où tu peux vraiment mettre tout ton travail en valeur, que les gens puissent voir. Et puis, effectivement, quand il est référencé, moi à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et c'était que comme ça que j'arrivais à avoir des clients. Hein, c'était que par mon site internet, parce qu'il était référencé et que j'avais tout misé là-dessus. Le Bah, mariage, euh, il faut qu'on puisse taper organisation de mariage Haute-Savoie ou officiante, parce que je suis devenue officiante aussi. Il faut que j'arrive à sortir dans ne serait-ce que la première page Google, parce que personne va sur la deuxième et personne va ne serait-ce qu'au cinquième lien Google, c'est rare. Donc, le référencement est hyper important pour un site internet. non, mais complètement. Je trouve que n'importe quelle entreprise, d'ailleurs, ça a l'air juste. Et du coup, est-ce que toi, tu proposes de la décoration aussi?
Tu fais de la déco aussi, toi, parce que je te vois remplir ta voiture à chaque fois. Alors Un petit peu. Alors, j'ai commencé donc vraiment par l'organisation. Donc, toute ma saison dernière était consacrée uniquement à... non, je dis n'importe quoi. Toute ma moitié de saison dernière était uniquement l'organisation de cérémonie, pardon, organisation de mariage. J'ai une autre de mes meilleures amies qui m'a dit, bah, on veut se marier et on voit personne d'autre que toi pour nous marier. Donc, ça m'a mis un petit coup de pied au cul et je me suis dit, OK, deuxième formation, on se forme pour déjà ce que je voulais faire à la base, qui était donc officiante. Et donc, j'ai fait deux cérémonies l'année dernière. Et donc, maintenant, à force de faire des mariages, forcément, des fois, ils veulent que de la petite décoration. C'est pas gigantesque. Et je me suis mise à acheter certaines choses que je finis par louer à mes propres mariés parce que c'est des choses que je revois à pratiquement tous les mariages, que ce soit, en plus je suis officiante, mais que ce soit des arches, que ce soit les fauteuils Emmanuel, que ce soit des photos forts avec des bougies. Voilà, donc je propose de la petite décoration à mes mariés. Et comme maintenant j'ai un garage qui s'est pas mal rempli, j'ai mis récemment en location cette décoration qui dort pour éviter que ça dort. C'est pas une grosse rentabilité parce que, encore une fois, je communique pas énormément dessus et que c'est pas. Je suis assez d'accord avec Virginie sur le fait que chacun son métier. Je pourrais être wedding designer, j'en ai pas spécialement envie, donc je communique pas non plus énormément dessus. Venir faire de la petite décoration et mettre en scène mes cérémonies, c'est OK pour moi. Venir faire tout un univers pour un mariage, c'est encore différent. Et puis du coup, voilà, je fais le système de location. Les gens viennent me louer tous les week-ends des petits photos forts par-ci, par-là. C'est une rentrée d'argent haute, mais c'est pas ce qui me fait vivre. je comprends très bien. En fait, c'est ça. Tant que tu communiqueras pas dessus, c'est comme tout. Si tu montres pas ce que tu fais, ben, les gens ne sauront pas. Donc, si tu montres pas que tu as de la location de matériel, et je sais pas ce que tu as envie, hein, ça je l'entends, mais du coup, les gens vont pas venir pour ça. Tu vas avoir une. Est-ce que vous avez ça par hasard? Bon, oui, je l'ai. Tiens, viens me chercher. Voilà, et ça peut fonctionner. Après, c'est vraiment si tu le mets en valeur plus tard, peut-être. Parce que ça, à force de stocker, tu vas te dire, mais je vais en faire quoi? C'est de l'argent qui dort. Autant si je le mets sur un catalogue, les gens vont venir, tu vois, le chercher, le ramener. Et peut-être que tu pourras, peut-être un jour, je dis bien, autant ça ne t'intéresse pas du tout et c'est OK aussi, hein. Mais c'est vrai que tant que tu Bah, mets pas le temps, c'est une petite source de revenus encore, ça c'est ouais, sûr, c'est mais ça. je ne le fais pas parce que j'ai pas le temps de le Mais oui, je comprends. développer. Bien sûr, je comprends très Mais bien. c'est sûr que je préfère faire de la location. Ils viennent, ils prennent, ils redéposent. Ça le fait, quoi. Complètement. Ah bah, du coup, voilà, merci. Du coup, j'ai dit pour ça. Et dernière question, c'est vrai qu'on l'avait posée, ça peut être intéressant d'avoir ton avis à toi. Quelles sont les qualités pour être wedding planner et wedding designer? Alors, du coup, on va dire wedding planner parce que c'est plus ta partie quand même. Ouais. Voilà. Plus approfondie. Euh, les qualités pour être wedding planner. Euh, c'est vrai qu'on me le pose souvent. Alors forcément, il faut être organisé. Et je pense qu'il faut avoir une résistance au stress et il faut être assez hermétique aux émotions des autres parce que les jours J, c'est assez prenant. Moi, je suis quelqu'un qui est déjà de base hypersensible, donc j'ai dû apprendre à gérer ça, mais c'est appréciable. Enfin, moi, j'aime le contact humain. Moi, je suis une wedding planner très, 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 très humaine. Donc j'aime l'échange. Donc, j'aurais tendance à vouloir dire l'échange et le contact humain. Et après, être organisée, être soucieuse du détail, parce que c'est très importante, et être à l'écoute, énormément à l'écoute de ce que veulent nos clients pour leurs besoins, pour leurs envies, parce que c'est pas notre mariage et ce que nous, on trouve beau n'est pas forcément beau pour eux. La vision du mariage pour eux n'est pas forcément notre vision à nous du mariage. Donc c'est vraiment voilà, être voilà, à l'écoute, organisée, rigoureuse et puis soucieuse du détail. C'est bien résumé, je trouve. Pour le métier de wedding planner, c'est très bien résumé. Très bien. Merci, Jenny. Tu vas apporter quelque chose de supplémentaire? Je trouve que tu as très bien résumé voilà, ton Non, petit et la parcours. petite chose que je pourrais rajouter, c'est que moi, pareil, dans ma vie personnelle, je le fais déjà de base bien avant ça, mais encore plus depuis que j'ai mon entreprise, euh, travailler sur le développement personnel de sa propre personne, parce que quand on a sa propre entreprise, en fait, on est notre entreprise, qu'on le veuille ou non, et qu'on veuille dire, OK, il faut séparer le pro du perso, je suis mon entreprise parce que je travaille pour moi. Et c'est mon image qui est mise c'est mon image qui est mise en avant. C'est mes valeurs qui sont mises aussi en avant. Donc, je ne peux pas avoir des valeurs dans ma vie personnelle et d'autres valeurs dans ma vie professionnelle. Enfin, pour moi, c'est une corrélation énorme.
Et plus je me suis développée personnellement, que ce soit sur la confiance en moi, que ce soit sur le fait de trouver ma juste place, de m'imposer dans ma vie tous les jours, m'a permis de le faire au niveau professionnel. Et forcément, plus on prend soin de soi, et ben, plus mon entreprise, elle va bien. Plus j'ai confiance en moi et plus j'ai confiance dans mon boulot. Et surtout, plus je m'affirme. Parce qu'en tant que wedding planner, il y a des moments où il faut un petit peu montrer, non, non, là, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai les rênes, surtout avec les autres prestataires. Et quand on n'a pas confiance ou quand on n'ose pas prendre sa place, on peut se faire marcher dessus et c'est pas du tout agréable. Donc voilà, de se faire suivre, peu importe comment on choisit ça, que ce soit avec un coaching, que ce soit de lire des choses, d'écouter des podcasts, de lire des livres. Moi, j'ai vu la différence entre mon mois d'avant et mon mois d'après, et ma société d'avant et ma société de maintenant. Voilà, ce sera le mot de la fin. Prenez soin. C'est un très joli mot de la fin. Je suis alors, entièrement d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que tu es obligé de te nourrir de tout ce qui t'entoure quand tu es dans l'entrepreneuriat. Ça va de soi. Pour moi, c'est une évidence. Et ça fait partie de toutes ces casquettes qu'on a, c'est d'être complet en fait. Et sans un avis extérieur, des fois, parce que nos familles, bon voilà, ça reste nos familles. Ils font pas le même métier que nous. Ils sont certainement pas entrepreneurs. Pour la majorité, voilà, c'est Pas les souvent écouter d'ailleurs. voilà, c'est ça, et c'est pas simple, tu peux pas, voilà, mais il faut se nourrir de ce que donnent les gens, et tu prends, tu laisses. Mais ça rejoint ce que disait Stéphanie, moi, elle m'aide beaucoup. Et je suis d'accord avec toi, c'est un vrai, c'est vrai, le lire, d'écouter des podcasts, totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, vraiment. Et de s'entourer finalement de bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que notre famille, notre entourage ne le sont pas quand ils nous disent fais pas ça. C'est que je pense que quand ils nous disent fais pas ça, c'est qu'ils ont soit peur pour nous, soit c'est leur propre peur qui projette sur vous. Alors, pareil, si vous pouvez travailler dans des cafés entourés de personnes qui sont entrepreneurs aussi, parce qu'en fait, là, on parle de qualité de wedding planner et de wedding designer, mais en fait, vous ne devenez pas wedding planner, wedding designer, vous devenez chef d'entreprise. Et ça a toute une différence parce que vous n'êtes pas que wedding planner, hein. Vous êtes chargé de communication, vous êtes comptable, vous êtes toutes les casquettes d'une entreprise. Donc, il faut s'entourer de personnes qui comprennent votre jargon. Et du coup, ça, c'est assez important de ne pas les écouter. Parce que moi, si je les avais écoutés, tout le monde m'a dit, t'es folle. L'après-Covid, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Les gens ne se marieront plus. Ne le fais surtout pas. Malheureusement, enfin non, heureusement pour moi, l'après-Covid, mais ça a été le moment pour me lancer. Parce qu'il y a eu les personnes qui ont arrêté, les personnes qui étaient débordées, et ça a laissé de la place pour les wedding planners, elles avaient plus de place. Et puis moi, j'étais là, moi, j'en ai de la place. Ok, j'ai pas d'expérience, mais vas-y, viens. c'est ça, le renouveau. Clair, après, c'est comme tout, hein, je trouve que c'est bien, il y a des choses qui s'arrêtent, d'autres qui se reconstruisent. Et c'est voilà, c'est pas une fin en soi. Hein. C'est vrai que c'est dur de dire je vais essayer, je vais le faire, je vais y aller, allez, c'est fou, je me lance, c'est dur parce que c'est des fois des grosses prises de risques. Mais à la fois, bon, si tu le fais pas, tu le sauras jamais déjà. Ça, c'est une première chose. Et du coup, c'est bien, tu as raison de le dire complètement. Mais voilà, t'as le cycle nouveau. Alors maintenant, je te souhaite en tout cas, Jenny, que ça continue comme ça parce que je vois que tu es très déterminée et c'est très très bien. C'est un joli exemple. Je pense que ceux qui regardent la vidéo, ils vont pouvoir aller voir ce que tu fais. C'est vrai que voilà, t'as un joli parcours et je te souhaite que ça continue vraiment comme ça. Merci. Je vois qu'il y a Julie qui a l'air de poser une question. Oui, alors moi je regarde pas les questions, mais si tu les vois et y répondre, tu peux. Le moment de formation à la maison. Alors, à l'époque, moi, c'était qu'une seule journée par semaine et du coup, j'avais posé mon jour de congé, enfin, j'avais posé le jour de formation sur le jour de congé, donc je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant aujourd'hui. Par contre, organiser mes journées à la maison aujourd'hui en tant que moi avec mon entreprise, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que j'essaye des fois d'aller dans des cafés ou dans des coworks parce que, alors, me mettre au travail, c'est pas un problème, mais la solitude de la journée, de ne pas avoir de collègues, de ne pas discuter, ouais, la solitude, ça pèse un peu. Je suis assez d'accord avec toi, Julie. Ce que je te conseille, c'est de trouver un cowork autour de toi pour pouvoir justement être accompagné de personnes comme toi. Ça coûte un peu cher au mois, donc c'est pour ça que je ne le fais pas. J'ai pas encore assez pour pouvoir aller dans un cowork au mois. Par contre, j'essaye de faire au moins une journée par mois dans un cowork et une fois par semaine dans un petit café avec une copine qui est entrepreneuse, qui n'a rien à voir dans le même métier que moi. Mais au moins, on va dans un café. Ça permet de voir du monde, ça permet d'échanger. C'est tout ce que je te conseille. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci à Stéphanie. Du coup, vraiment merci pour votre présence.
je trouve que c'était important hein, que vous puissiez communiquer l'une et l'autre de manière différente. Hein. Voilà, c'était assez spontané, c'est très très bien, ça me va. Merci les filles. Du coup, je vais poursuivre, comme ça je vais finir parce que ça tourne quand même, ça fait un moment qu'on parle. Et puis peut-être que vous en avez marre aussi. Là, je vais juste laisser le temps pour les questions-réponses. Donc, du coup, c'est bien, merci, tu as répondu à une question. Une question, comment fonctionne la formation à distance? Du coup, comment fonctionne à distance? En fait, vous accédez à une plateforme, mais je vais vous l'expliquer juste après aussi. Vous accédez à une plateforme où vous avez toutes les vidéos enregistrées à l'intérieur. Donc après, peu importe si c'est la formation wedding planner, la formation designer à l'instant T, il y a quand même pas mal de contenu, on fait pas mal de mises à jour parce que on tient justement à la qualité et la mise à jour du marché, voilà. Et donc, c'est des vidéos où il y a juste à cliquer sur play, ça visionne, vous regardez de la même manière que, bon, voilà, un peu ce format-là. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur terminer, vous passez à la suivante et jusqu'à la fin. En fait, vous avez toute la théorie de tout ce qui va concerner en fait le métier de wedding planner, donc l'organisation générale, et toute la partie gestion, développement, comptabilité, voilà, tout ce que vous devez savoir sur la bonne gestion de l'entreprise, quoi. Et le développement, voilà. Donc, en gros, vous le faites, de toute façon, je vais vous le présenter juste après. Je sais, j'avais pas vu qu'il y avait Oui. autant de questions. Non, je vais te les poser. Je vais te les poser comme ça, je remonte. Il y en a une avant. On nous a demandé si les mises à jour étaient reçues même une fois la formation terminée. Oh. Oui. Alors, du coup, de deux manières. En fait, il y a une plateforme et la boîte à outils. Et en fait, la boîte à outils, c'est un lien Drive que nous, on laisse à disposition et on ne coupe pas l'accès. La plateforme non plus, vous avez accès à vie du moment que vous êtes élève chez nous. Ce qui permet d'avoir accès encore à un nouveau truc qui est l'application donc Mighty qu'on utilise aujourd'hui. Et à l'intérieur, on communique toutes les mises à jour que nous effectuons. Donc, on en effectue beaucoup. Parfois, c'est par rapport à des retours qu'on a des élèves qui nous disent bon, ben ça, j'aurais bien aimé le faire. Et bien, auquel cas, nous, on le met en place. On travaille sur un PowerPoint ou un tuto et on les enregistre et on les met à disposition sur la plateforme. Donc, il y a juste, on vous communique l'information, laquelle vidéo. Vous avez juste à aller la voir si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est pour ça que du moment que vous avez accès à la vidéo, vous l'avez à la plateforme, pardon, vous l'avez à vie et du coup, vous êtes informé par le biais de l'application donc Mighty qu'on utilise avec les élèves aujourd'hui. Et aussi, parce que je l'ai dit juste avant, Mighty, déjà, c'est pas mal, voilà. Et la boîte à outils, oui, c'est ça que je voulais dire. Si on met les outils à jour, on vous communique aussi l'information. Parce que les outils, c'est pareil, il y a 200 et 300 outils. Donc, à un moment, ça évolue. On met le séquençage à jour, on met les outils à jour et on vous dit si jamais on... Comme le contrat, par exemple, dont j'ai parlé en début de formation. Voilà. Ok. Alors, tu vas en parler juste après. Au niveau de la présentation, on va parler des financements possibles. Voilà. Donc, il n'y a plus de questions pour le moment. Tu peux continuer. La présentation du bac wedding planner et designer, en fait, comme on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de demandes, donc on a le métier de wedding planner, comme je disais, le métier de wedding designer, on a la plateforme en ligne pour les deux formats, on a la présentielle pour les deux formats. Mais là, on trouvait ça pertinent de fusionner les deux, puisque du coup, on s'est dit que techniquement, pour nous, c'était du travail, mettre tout ça en place. Mais techniquement, autant dans la boîte à outils que sur la plateforme, ça paraissait nécessaire de le faire, puisqu'il y avait de la demande, forcément. Donc, la plateforme, c'est ce que j'expliquais juste auparavant. En fait, vous avez des cours en ligne. Oui, de qualité, parce que voilà, on essaye toujours de vous donner le meilleur de nous-mêmes, avec tous les intervenants d'ailleurs, parce que on les a sélectionnés comme ça. Moi, c'est important qu'on vous donne tout en toute transparence, que ce soit dans les outils, que ce soit dans les vidéos, dans tout ce qu'on transmet. Je trouve que c'est indispensable pour nous et on gardera ça parce que voilà, j'y tiens. C'est accessible tout le temps, à tout moment, à vie, comme je vous disais. Il y a le suivi personnalisé. Donc, ce sont des coachs que vous avez particuliers, voilà, dans le domaine. Après, vous avez des ateliers auxquels vous pouvez. Donc, ça peut passer par l'atelier une fois par mois quand vous êtes en ligne. En fait, on essaye que vous soyez accompagné et que vous ne soyez pas seul malgré la distance. Parce que ça, c'est ça qui est compliqué aussi. Quand vous êtes en e-learning, vous habitez à l'opposé de nous, on sait qu'on ne va pas vous voir. Et de quelle manière on va vous accompagner? Par les ateliers une fois par mois, par les rendez-vous téléphoniques, par les outils qu'on vous met à disposition, que ce soit l'application pour communiquer, la communauté, voilà, dont je vous ai parlé. C'est vrai que voilà, ça permet d'avoir un échange assez immédiat et rassurant pour ceux qui sont un peu stressés, ce qui est normal dans le développement d'une activité. Après, on a des examens, ça c'était et pour valider la progression, mais aussi parce que moi je trouve que c'est, donc je parlais de carnet d'adresse,
Le shooting d'inspiration, ça peut être par le biais d'ateliers, ou voilà, bon, ça, voilà. Mais l'examen, c'est vrai que ça va un peu compléter tous les objectifs. L'organisation du carnet d'adresses, c'est indispensable. D'organiser ces outils pour travailler, c'est indispensable. Comment gérer, développer, communiquer. Mais tout ça, pour nous, voilà, c'est à le faire. Donc, ça passe par un faux mariage organisé, décoré. Après, il y a des projets pratiques, donc pour mettre en application vos connaissances, ça va le shooting d'inspiration, on organise des ateliers pour ça, la création de carnet d'adresse, bon voilà, hein, ça peut être des sujets parfois, la personnalisation de vos outils aussi, bon voilà, ça c'est des projets pratiques. En fait, quand on voit qu'il y a de la demande, plus vous allez communiquer sur le groupe, plus nous, on va savoir de quoi vous avez besoin et on va le mettre en place, voilà, si on peut, de manière différente. Après, on essaie de répondre voilà, comme on peut et au fur et à mesure, parce que forcément, tout ça demande du travail. Et donc, pour vous expliquer la plateforme, en fait, c'est 200 cours en ligne qui sont disponibles. Alors, c'est difficile à estimer parce qu'on en a beaucoup, il faudrait qu'on les compte vraiment un jour. On s'est dit, les vaches, il faut qu'on le fasse, mais c'est pas simple quand même parce que c'est beaucoup de choses à compter. 300 outils prêts à personnaliser et à être utilisés. Donc, ça vraiment, en plus, je pense qu'en général, je pense que voilà, il y a plus que ce qu'on vous donne parce que dès qu'on a un outil, on y pense, on va le créer. Et vous mettre à disposition, bien sûr, parce que l'idée pour nous, si vous voulez, quand vous sortez de formation, c'est que vous ayez toutes les clés, et théoriques et pratiques, malgré que vous soyez en distanciel. Les ateliers en ligne, c'est pour pouvoir communiquer avec un intervenant, ça me paraît aussi important. On avait le format visio avant, qu'on n'a plus aujourd'hui, c'est pour ça que ça remplace en fait ce qu'on avait mis en place, et je trouve ça donne de l'interaction aussi au groupe. Bon, on a une vingtaine d'experts pour ce suivi personnalisé. L'application justement qu'on a mis en place là aussi, c'est plutôt bien pour ceux qui participent. Ça permet de partager plein de choses, les conventions de stage, voilà, si vraiment on a des fiches missions à vous partager, communiquer sur ce réseau-là. On parle de l'examen en général. En fait, il y a des canaux auxquels vous pouvez participer, vous présenter, voir s'il n'y a pas une copine dans votre région. Enfin, bon, voilà, ça peut être, ça permet d'avoir de l'engagement tout simplement. Nous, ça permet de vous suivre et de voir vos besoins, voilà, tout simplement. Taux de réussite, forcément, si vous passez votre examen, vu que c'est quand même, vous avez tous les outils à disposition, on vous montre un exemple de comment ça se passe. Si vous le passez, vous l'avez. C'est toujours la crainte de chaque élève, et franchement, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Le plus en présentiel, oui, parce que du coup, ça sera le second temps, mais là pour l'instant c'est la e-learning, le pack, et on va le faire en présentiel aussi. Parce qu'on pose souvent la question. Pour les planeurs, le plus, c'est parce qu'on va faire un shooting d'inspiration autour du mariage, et pour les designers, on va faire autour de bébé. Autour de l'enfant, quoi. Alors pourquoi? Parce que autour de bébé et d'enfant, il y a les ballons, les backdrops, les machins, et que c'est pas que le planeur il va pas le faire, mais plutôt on va rester quand même, c'est le planeur, son métier c'est d'organiser des mariages ou événements pro, parce que c'est vrai que comme voilà, après ça dépend des fois, mais on avait déjà fait organiser l'afterwork, c'est les filles qui l'avaient fait la présentielle de l'année dernière, donc c'est vrai que on essaye autour du mariage ou autour de l'événement professionnel, ou voilà, après on voit. Et du coup, je vais vous remercier pour votre participation. Merci d'avoir tenu 1h40. C'est très gentil. Merci aussi aux intervenantes, vous que des femmes, parce que du coup, c'est Maëva qui m'a aidée et supporté sur tous ces supports-là de communication. Et elles sont parties, c'est normal. Elles ont fait leur intervention et j'espère que ça vous a aidé, servi et que voilà, du coup, ça vous a éclairé sur certains sujets. J'ai vu qu'il y avait des élèves à moi aussi qui étaient en formation. Je vous remercie d'être venus, d'être contents de me revoir, j'espère. Et du coup, merci à tous. Vous accéderez, vous, comme vous avez participé aussi, vous allez accéder au replay, et ceux qui n'ont pas été présents, ils seront au replay aussi, parce que c'était essentiel qu'on l'enregistre. J'espère que ça a fonctionné. Merci à tous. Passez une belle soirée et j'espère vous retrouver dans différents événements qu'on organisera ou dans nos formations. Merci. Belle soirée à tous. Merci beaucoup.